Bonjour à tous et merci de vous joindre à nous pour cette table ronde donc, sur le thème « Gagner de l'argent grâce à l'impact et tout sauf un mythe ». Alors, juste, si vous ne nous entendez pas bien, il faut apparemment flasher le code qui va s'afficher. Le code qui va s'afficher, voilà. Puisqu'apparemment, au troisième rang, on avait du mal à nous entendre. Ou qui est affiché sur le petit meuble blanc, voilà. Là où il y a l'hôtesse à l'entrée de la salle. Ça marche. Donc, avec nous ce matin pour évoquer l'investissement à impact, Arthur Aubeuf. Bonjour. Vous êtes dirigeant et cofondateur de Team for the Planet, qui est un fonds d'investissement dédié au réchauffement climatique. Laura Bollier, qui est dirigeante et cofondatrice de Climate Dividends Association, à l'origine d'un indicateur extra-financier qui mesure l'impact climatique positif d'une entreprise, et Nicolas Sellier, qui est dirigeant et cofondateur de Ring Capital, une société de gestion. Bonjour. Alors, je vais laisser chacun se présenter brièvement, en quelques minutes. Et je vous rappelle que nous avons 20 à 25 minutes pour ce panel et éventuellement quelques minutes à la fin pour répondre à vos questions. Donc, je laisse chacun se présenter. Honneur et dames. Laura. Allez. Est-ce que vous nous entendez de manière quand même correcte? Ouais, trop bien. Donc, bonjour à tous et à toutes. Moi, c'est Laura. Donc, comme l'a dit Anne-Laure, je dirige une association qui s'appelle les Dividendes Climat ou Climate Dividends. Et l'objectif, c'est d'encourager l'investissement dans des solutions climatiques. Et pour ça, je voudrais juste, pour vous expliquer, prendre un exemple, parce que sinon, ce qu'on fait, c'est un peu trop compliqué. Et donc, si vous pensez à, par exemple, une entreprise qui fait des pompes à chaleur. Aujourd'hui, cette entreprise, elle gagne de l'argent en faisant les pompes à chaleur, mais elle a aussi, elle pollue, parce qu'il faut la faire, la pompe à chaleur, c'est pas une vue de l'esprit. Mais a priori, quand on vous vend une pompe à chaleur, vous aidez les gens à qui vous l'avez vendue à se décarboner, parce que sinon, ils auraient utilisé du gaz, du charbon, selon les pays, etc. Et donc, cette entreprise, en plus de gagner de l'argent, eh ben, elle contribue climatiquement positivement pour l'économie globalement. Et cette contribution climatique positive, moi ce que j'appelle cette création de valeur climatique, ben aujourd'hui on ne sait pas trop comment la mesurer et on ne sait pas trop comment la valoriser. Un petit peu, on va rentrer dans les détails après, mais l'objectif des dividendes climat, c'est de rendre cette création de valeur climatique mesurable et valorisable. Et donc on mesure ça en tonnes de CO2 évitées qu'on transforme en des dividendes climat. C'est des dividendes symboliques, c'est pas de l'argent. Mais quand vous pensez à des dividendes financiers, c'est du cash, ça c'est clair, mais c'est aussi une preuve de création de valeur. A priori, si vous ne faites pas de chiffre d'affaires, vous ne distribuez pas de dividendes financiers. Là, si vous ne créez pas de valeur climatique, vous ne distribuez pas de dividendes climat. Si vous en faites, vous pouvez le faire et valoriser ça auprès de vos financeurs, notamment de vos actionnaires, mais pas que. Et donc moi, mon rôle, c'est de déployer ce mécanisme pour permettre que demain, une entreprise qui distribue des dividendes climat, elle soit autant valorisée qu'une qui gagne beaucoup d'argent et donc que vous ayez tous et toutes intérêt à investir dedans, même si vous n'avez rien à faire de l'impact, ce qui n'est pas le cas, j'espère. Merci. Arthur. Oui, bonjour à toutes et tous. Donc, moi, je suis l'un des cofondateurs de Team for the Planet. Donc, on est un grand réseau d'investisseurs pour le climat. On n'est pas un fonds d'investissement dans la structure, parce qu'on est une société d'investissement. Et nous, notre mission, c'est d'aider des innovations qui sont structurantes pour décarboner des secteurs très polluants à passer à l'échelle. En fait, le constat initial qu'on a fait, c'est que toutes les solutions sont là pour réussir la transition écologique. Le problème, c'est qu'il y a une vraie vallée de la mort qui empêche la plupart de ces solutions de se déployer et d'atteindre une échelle suffisante pour être financées par le monde de la finance traditionnelle. Souvent, il y a les subventions au début, puis après, il y a les fonds d'investissement. Mais au milieu, c'est là qu'il y a le plus de déperdition, malheureusement. Et il y a plein d'innovations qui sont géniales, qui peuvent vraiment transformer les choses, qui ne sont pas aidées à ce moment qui est absolument critique. Donc nous, on s'est structuré pour intervenir à ce moment-là. Aujourd'hui, on a 132 000 investisseurs. Ça représente une cinquantaine de millions d'euros qui ont été fléchés pour l'instant. 14 premières entreprises. Et l'idée, c'est vraiment de les accompagner au-delà de l'investissement financier, puisqu'en fait, notre réseau, c'est notre plus grosse force. On va investir au capital, évidemment, mais on va aussi nommer un entrepreneur qui va porter l'entreprise, parce que souvent, les innovateurs ne sont pas des très bons entrepreneurs. Nous, on va leur adjoindre un entrepreneur qui vient du marché, qui maîtrise ce marché, pour structurer la boîte, avoir un vrai modèle économique. Et ensuite, grâce au réseau, on va tout de suite accélérer le recrutement des bons talents, le fait d'avoir tout de suite un pipe commercial avec des clients sérieux pour payer ou pour co-développer la solution, l'accès à lever des blocages politiques, faire connaître l'entreprise. Et donc la force de Team for the Planet, c'est vraiment ce réseau d'actionnaires qui est outillé et organisé pour aider ces innovations majeures dont on a absolument besoin à réussir ce passage à l'échelle et à se structurer.
Merci. Nicolas? Nous, moi, Nicolas Sellier, je suis cofondateur de Ring Capital. Nous, on arrive après Team for the Planet. On a un fonds d'investissement qui investit en Europe et en Afrique dans des sociétés non cotées. Ça va de la très jeune start-up à la PME. Et ces sociétés ont toutes en commun d'avoir comme cœur d'activité d'apporter une solution à un problème social ou environnemental. Donc, on investit dans les sociétés de la transition énergétique, dans la transformation vers une agriculture régénératrice, dans l'économie circulaire, et sur le volet social, dans tout ce qui est accessibilité, accès à la santé, accès à l'éducation et inclusion financière. Nous, on part du principe que toutes ces sociétés-là ont pas de raison de créer moins de valeur sur la durée que des sociétés qui vendent des images de joueurs de foot dans la blockchain, par exemple. Donc on part du principe que quand on crée de la valeur pour l'humanité, pour la planète, il n'y a pas de raison qu'à la fin de la journée, il n'y ait pas aussi une valeur économique qui soit partagée par tout le monde. Merci. Alors, j'ai regardé la définition de l'impact chez France Invest. L'impact a pour objectif de générer, en plus d'une rentabilité financière, un impact social et environnemental positif. Sauf que on s'y perd un peu, honnêtement, entre le RSE, le ESG, la finance éthique, responsable, durable. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelles sont les approches et surtout les frontières de l'investissement à impact ? Je commence et je vous laisse compléter. Effectivement, il y a beaucoup de termes, parfois pour dire la même chose et parfois pour dire des choses différentes. Je pense que la distinction la plus importante à faire, au vu notamment de la table ronde d'aujourd'hui, c'est entre les notions d'ESG et d'impact. Donc ESG, ça veut dire environnement, enfin c'est en anglais, mais ça veut dire environnement, social et gouvernance. Et ce que ça veut dire, c'est qu'on va regarder la manière dont l'entreprise, elle fonctionne sur ces thématiques. À quel point, quelle que soit son activité, que ce soit des pompes à chaleur ou une entreprise qui fait des images de foot sur la blockchain, pour reprendre l'exemple de Nicolas, eh ben, cette entreprise-là, elle a des employés, comment elle les traite, est-ce qu'il y a de la diversité femmes-hommes, handicap, est-ce qu'à l'intérieur, ces bureaux... ils sont bien chauffés de manière écolo ou je ne sais pas quoi. Tout ça, c'est la manière dont elle fonctionne. C'est sur l'environnement, le social et la gouvernance. Mais ça ne dit rien de ce qu'elle fait et de l'impact de son business model, de son activité. Et ça, c'est l'impact, évidemment, vous l'avez senti. Et donc l'impact d'une entreprise, c'est vraiment ce qu'elle délivre en termes de produits ou de services. Qu'est-ce que ça a comme impact sur la société ? Ça peut être un impact culturel, social, économique, évidemment, mais là, ce n'est pas le propos, ou environnemental. Et donc, c'est ces deux différences. Et c'est pour ça que vous pouvez avoir des entreprises qui vont être très bien notées dans des critères ESG, même si elles font quelque chose qui vous semble complètement contradictoire avec un monde de transition ou une transition sociale. En revanche, souvent, mais c'est pas non plus une corrélation, quand vous êtes une entreprise à impact, souvent vous avez déjà un peu travaillé ces notions de ESG, mais c'est pas forcément obligatoire non plus. Vous voulez ajouter quelque chose ? Moi, je trouve que c'était très bien dit. Je pense qu'en effet, le vrai gros sujet sur lequel il faut s'impliquer en tant qu'investisseur, c'est le modèle d'affaires. Est-ce que le modèle d'affaires est par essence un modèle d'affaires vertueux ou est-ce que le modèle d'affaires n'est pas encore aligné pour être vertueux ? Et est-ce qu'on essaye de bricoler autour d'un modèle d'affaires qui n'est pas encore aligné ? Et c'est ça la vraie question qu'il faut se poser en tant qu'investisseur. Et il faut être exigeant pour demander des critères qui permettent de s'assurer que le modèle d'affaires est vertueux ou en train de le devenir. Et c'est le gros sujet pour moi et la grosse différence entre essayer de corriger un modèle d'affaires qui produit des externalités avec de l'ESG, même si c'est utile, ou essayer de travailler à la racine de son modèle d'affaires pour le transformer et avoir une entreprise qui crée de la valeur, parce que les entreprises qui transforment le monde et qui nous amènent vers le monde de demain, elles créent de la valeur, hein. On n'est pas sur un truc qui est à perte par définition, bien au contraire. Mais par contre, est-ce que ce travail de modèle d'affaires, il est concret, il est robuste, il est matérialisé par des indicateurs ? Et les investisseurs ont vraiment le pouvoir d'être exigeants de ce côté-là et de dire, moi, je veux bien faire de la rentabilité, mais je veux que ça soit une rentabilité à condition d'aller dans le sens d'un monde que je souhaite. Donc l'impact est vraiment utile pour ça. Oui, tout à fait d'accord. J'irais même plus loin. Plutôt que vertueux, j'ai est-ce que le modèle apporte la solution ? Typiquement, dans l'agriculture, une société comme Soil Capital qui se dit on a un problème d'agriculture qui devrait être beaucoup moins carbonée, plus régénérative, plus protectrice de la planète, mais on a un problème social. Comment financer, assurer un revenu aux agriculteurs pour qu'ils puissent transitionner ?
seuls, ils se sont dit, nous, on va accompagner les agriculteurs et on va vendre des certificats carbone au gros de l'agroalimentaire pour financer la transition. Donc le modèle lui-même est la solution et le modèle d'affaires lui-même a été créé pour être une solution à un gros sujet social ou environnemental. Mais alors, est-ce qu'il existe une certification de l'impact et surtout, est-ce que cela se monétise? Oula, alors 2 grosses questions, hein. Mais alors c'est aussi peut-être un des problèmes, c'est qu'il existe plein de... Alors certification, ça veut aussi dire plein de choses, mais il existe des manières de mesurer et il existe des labels, vous en avez sûrement vu certains passer. Je pense que ce qui est important, c'est du coup déjà quand on regarde toutes ces histoires de labels, etc., de se dire est-ce qu'on parle de l'ESG ou est-ce qu'on parle de l'impact? Typiquement tout ce qui est par exemple le label ISR, qui est souvent plus connu dans le grand public, on parle de l'ESG, on ne parle pas du tout de l'impact et de cette corrélation que décrivaient Nicolas et Arthur. Première chose. Et ensuite, quand on parle de l'impact, la première chose, c'est au-delà du côté label et est-ce que c'est bien, c'est mal, c'est comment on le mesure. Parce que typiquement, l'exemple de l'entreprise que donnait Nicolas, ils ont peut-être sûrement un super impact écologique, mais aussi potentiellement social, d'accompagnement des agriculteurs. Je ne connais pas le modèle spécifique. Peut-être que sur d'autres dimensions, ils ont moins d'impact, mais c'est pas grave, parce que là, ce qu'on voulait, c'était investir là-dedans. Donc, il faut faire attention à parfois des trucs trop englobants qui peuvent cacher des réalités ou au contraire, rien cacher du tout, quoi. Mais donc, tout ça pour dire que ce qui est très important pour moi, c'est d'être capable de mesurer et de faire confiance à la mesure. Et donc, typiquement, là, je suis extrêmement biaisée, vous vous en doutez, mais nous, ce qu'on fait, c'est d'essayer de promouvoir une méthode de comment on mesure notamment l'impact sur le CO2, et que sur ça. Donc, il y a d'autres choses à faire sur les autres dimensions. Et en plus, de pouvoir le faire auditer et de le faire reconnaître. Et donc, il y a ce premier enjeu de faire une mesure et qu'elle soit fiable, parce que sinon, l'argumentaire d'investisseurs qui ne sont pas comme Arthur et Nicolas, qui sont peut-être un peu moins convaincus, mais c'est ça l'objectif, c'est d'aller sur un panel plus large, ils vont vous dire, de toute façon, ça, c'est pas très fiable, cette histoire, donc je vois pas comment je pourrais prendre une décision basée sur ce chiffre, je sais pas ce qu'il est, c'est flou, c'est quali, j'y crois pas. Donc il faut déjà répondre à cette première réserve, parce que sinon, on n'arrive pas à avancer. Ça passe par la méthode de l'audit. Et ensuite, l'idée, c'est d'arriver à intégrer ça dans des logiques financières. Et donc, nous, c'est ce qu'on fait avec les dividendes climat. C'est aussi d'utiliser cette métaphore qui permet plus facilement de parler à un public financier classique, entre guillemets, mais de travailler aussi sur des ratios. Nous, par exemple, là, on travaille sur des retours sur investissement climatique, un climate ROI. Vous recevez combien de dividendes climat par euro investi? Donc, ça ne fait pas de l'argent tout de suite, à nouveau. Mais en revanche, l'idée, c'est que demain, on arrive à trouver des corrélations entre ça, la résilience des business models, et puis aussi peut-être, j'espère, un jour, la reconnaissance de la valeur climatique en tant que telle, qui fait que ça va avoir un impact sur la valorisation financière des entreprises. Peut-être pour compléter ça, en fait, je pense qu'on ne se rend pas bien compte aujourd'hui, parce que ce n'est pas encore assez structuré, mais il y a une forme d'investissement avec retour visible et retour invisible qui est encore peu démocratisé et peu compris. Mais aujourd'hui, quand on investit par exemple dans des innovations de transition écologique, souvent le rendement est un peu plus faible. C'est très souvent le cas parce que malheureusement, faire moins bien, c'est plus rémunérateur que faire bien, puisque quand on fait bien, il faut payer pour compenser ses externalités négatives, ou en tout cas ne pas en avoir. Et aujourd'hui, si je suis très caricatural, la marque de fast fashion qui rejette les produits dans la rivière plutôt que de les traiter, elle fait forcément plus de profit, donc elle est capable de proposer plus de rendement. À court terme. À court terme, mais justement, j'y viens. Et donc, on ne se rend pas bien compte quand on est investisseur qu'en fait, on se fait avoir quand on investit sur des gros rendements, justement à court terme, parce qu'on dégrade le rendement de l'ensemble de son portefeuille et de l'ensemble de ses actifs si on n'est pas capable d'aller investir sur des rendements un peu plus faibles à côté pour avoir des solutions qui permettent à nos autres actifs de ne pas se casser la gueule. Parce qu'en fait, le problème du climat, c'est que ça fait tout de suite augmenter le prix des matériaux, le prix des denrées, des aliments, de l'énergie, etc. Et donc, si on n'investit que sur des actifs qui ne s'en occupent pas, en fait, c'est du très court terme et on peut peut-être faire des beaux rendements quelques années, mais derrière, ces rendements, ils risquent de s'effondrer. Et c'est pour ça que je parle d'un rendement invisible qui est très important et qui commence à être pris en compte par les travaux de recherche. Parce qu'en fait, si vous faites un investissement sur un rendement à 8% dans des innovations pour le climat, au lieu d'aller investir que sur des rendements à 20% dans des super innovations digitales, en fait, vous préservez aussi votre écosystème et les rendements de ces autres actifs. Et si vous ne faites pas ces investissements dans des actifs climat, demain, les rendements de vos autres actifs, ils vont forcément chuter. Et on le voit déjà. On n'arrête pas de nous parler de l'intelligence artificielle, par exemple. Mais on veut être les champions de l'intelligence artificielle, on ne maîtrise pas notre énergie en France. On n'a pas de souveraineté énergétique. L'intelligence artificielle, ce n'est que de l'énergie. Si derrière, on n'est pas souverain sur l'énergie, et qu'il y a un vrai sujet sur l'énergie en Europe et en France, et que le prix explose,
en fait, les rendements de vos investissements dans l'IA, ils vont être pourris. Et ça, on a du mal à le comprendre aujourd'hui. Et c'est vraiment important de le préciser et de le réexpliquer souvent. Ouais, et pour revenir au label, je pense qu'il y a 3 questions. La première, qui fait le label, quoi? Label ISR, si on demande aux financiers de se labelliser sur la durabilité, ça va être assez facile de l'avoir. Et 75% ou plus de l'épargne européenne est labellisée ISR. Je ne suis pas sûr qu'il y ait le début d'une solution à un problème grâce à l'épargne européenne. Deuxièmement, est-ce que le label apporte la preuve? Quand votre banquier vous vend des produits d'épargne ISR, à la fin de l'année, vous savez combien vous avez gagné. Est-ce que votre banquier vous dit, votre épargne, il a mis X personnes au travail, il a économisé tant de CO2, il a évité tant de bouteilles en plastique à la mer, Non, pas du tout, non, on s'en fout, parce qu'il n'y a pas de mesure précise. Et donc, un bon label, il se mesure de façon précise et évidente, et il est simple. Si un label, vous avez besoin de 60 auditeurs d'Ernst & Young ou de PwC pour vous mesurer et le labelliser, c'est déjà qu'on a un petit problème de lisibilité et d'efficacité du label. Et juste un mini truc, je pense que c'est important qu'il soit transparent aussi, parce qu'il y a vraiment un gros truc de maintenant, c'est la mode de construire aussi beaucoup de méthodes qui, sous prétexte qu'elles sont compliquées, parce qu'il y a des données confidentielles, etc., et parfois c'est un peu le cas, hein, mais on se retrouve avec des boîtes noires. C'est-à-dire qu'on vous dit, ça c'est une boîte super. Et t'es là, ok, mais donc soit je te fais confiance, soit en fait j'en sais rien. Et ça, c'est ni souhaitable ni scalable, quoi. Parce que bon, moi je peux faire confiance à Nicolas, peut-être s'il me dit ça, ou lui il me fait confiance, mais à part ça, c'est pas comme ça que vous allez pouvoir investir et qu'on peut vraiment demain déployer du capital à grande échelle, quoi. On peut peut-être illustrer ça, mais par exemple, ce qui commence à être connu, c'est le best in class. C'est une façon de noter des investissements et des actifs. Et en fait, on vous dit, moi je suis best in class, donc c'est super. Mais en fait, vous pouvez avoir 3 sur 20 et être meilleur que tous les autres de la classe qui ont 2 sur 20. C'est au royaume des aveugles, les borgnes sont rois, quoi. Mais c'est très souvent ça, le best in class. On vous dit, non, mais vous inquiétez pas, ça c'est un actif best in class, franchement, c'est super positif. Et en fait, quand on creuse, ils sont un certain nombre d'actifs dans un pool d'actifs bien choisi, et le best in class, c'est le moins pire d'un ensemble d'actifs qui sont carrément dégueulasses, quoi. Et donc, c'est vraiment difficile de bien comprendre à quel point parfois les labels peuvent être un peu comme ça, nous prendre un peu à notre propre jeu. Donc, il faut bien regarder, en effet. Alors moi, Best in Class, je ne le connaissais pas, ce label encore. Mais ouais, bon, ça commence à être bien connu dans la finance. C'est une approche, quoi. Croire, mais bon. C'est pas un label. Non. Et alors, du coup, est-ce que, peut-être pour que ce soit plus clair, vous pouvez nous donner des exemples, Nicolas et Arthur, d'entreprises, 1 ou 2 entreprises que vous avez financées, sur quel horizon? Et quand vous ressortez du capital de ce type d'entreprise, on a compris que la rentabilité est peut-être pas aussi importante qu'un fonds VC traditionnel. Est-ce que vous pouvez nous donner un ordre de grandeur, puisqu'on parlait de transparence? Ouais, non, mais heureusement, il y a des milliers d'entrepreneurs dans le monde qui innovent sur ces sujets-là. Bon, je fais rapidement, on a investi à Abidjan dans une société qui permet à des restaurateurs de se fournir directement auprès d'agriculteurs. Les restaurateurs en question, c'est 85% des femmes de l'économie informelle qui, avant d'avoir cette application, devaient passer une bonne partie de la nuit à aller au marché d'Adjamé, le marché central d'Abidjan, dans les conditions de salubrité qu'on connaît, et passer beaucoup de temps. Et quand elles ouvraient leur maquille sur le bord de la route, elles avaient déjà une nuit de travail dans les pâtes, avec sans garantie de produits et de prix. L'agriculteur, pareil. L'agriculteur, le fait d'avoir en avance de phase prévoir ses ventes, ça lui permet de faire un pas vers l'économie formelle, d'éviter les déchets, les gâchis et les déchets, et de s'organiser. On a une société qui s'appelle YouSchool, c'est une école en ligne de formation au CAP. Ça a l'air tout bête, le CAP, mais en fait, la population principale, leur client principal, c'est d'abord des femmes qui sont dans des régions où elles n'ont pas accès à des écoles physiques pour faire des CAP, que ce soit petite enfance, coiffure, etc., qui ont souvent des problèmes de vie qui font qu'elles doivent retrouver un travail assez rapidement et qui ont des enfants, une vie familiale qui font qu'elles ont besoin d'une flexibilité. L'impact, il est clair. On regarde à chaque fois la population de femmes de régions prioritaires, quel pourcentage de ces femmes, après leur cycle de formation, trouvent un emploi durable, et quel pourcentage de ces mêmes femmes ont 9 mois après un emploi durable. Donc l'impact, il est fort. Et ces sociétés-là, Joly, la société africaine, c'est potentiellement le futur Rungis. Donc il crée de la valeur sociale, il crée de la valeur aussi économique. Cette plateforme de formation au certificat d'aptitude professionnelle, elle a une très forte croissance, elle répond à une vraie demande et elle crée une valeur économique qui fait qu'elle est intéressante
pour être acheté par un grand groupe d'éducation qui a un peu perdu sa finalité ou qui n'est pas du tout sur les outils Internet et pas du tout dans certaines régions. Et sur les sorties que vous avez opérées jusqu'à présent, on est sur des rendements quasi équivalents à ce qu'on peut trouver oui, parce que nous, c'est des sociétés normales, des entrepreneurs normaux qui ont un business model, une stratégie normale. Il se trouve que par essence, leur business activité apporte une solution. Mais à ce titre-là, c'est des sociétés normales. Évidemment, il y a des sociétés impact qui peuvent investir à notre suisse, des fonds impact. Mais je dirais, tout type d'acteurs, d'entreprises sont susceptibles d'acheter ces sociétés. Et c'est un peu le pari qu'on fait, c'est qu'aujourd'hui, il y a une finance à impact. Le pari qu'on fait, c'est que c'est tellement évident que si on investit dans le temps long, dans des produits qui protègent la planète et l'humanité, c'est tellement évident qu'on prend moins de risques, qu'on est plus résilient et tout est là pour créer plus de valeur à la fin, que toutes les classes d'actifs devront, à mon avis, y aller, et l'impact ne sera plus une classe d'actifs en tant que telle, parce que tout le monde en fera. Et Arthur, dans votre portefeuille? Ouais, je peux donner un exemple rapide. Nous, on va que sur des innovations qui, si elles deviennent mondiales, peuvent permettre de réduire vraiment massivement, en centaines de millions de tonnes, les émissions de gaz à effet de serre. Et donc, je peux vous parler par exemple de Beyond the Sea, qui est une innovation portée par Yves Parlier, le navigateur du Vendée Globe à l'origine. Donc lui, il s'attaque à la décarbonation de la marine marchande. Pour vous donner 3 chiffres, la marine marchande, si c'était un pays, ce serait le 6e plus gros pollueur du monde. On parle de 100 000 bateaux qui représentent 3% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, donc 3 fois la France. Et c'est 400 milliards de dépenses en carburant tous les ans pour les armateurs. Aujourd'hui, les armateurs, ils sont coincés parce que les carburants alternatifs, ça ne marche pas. Les bateaux à propulsion nucléaire, ça ne marche pas. Et donc Yves Parlier, il s'est dit, il faut réutiliser le vent, mais pas comme on le faisait avant avec des bateaux à voile. Il faut qu'on aille chercher les vents en haute altitude, qui sont beaucoup plus constants et beaucoup plus puissants. Et en allant chercher ces vents, on peut réduire jusqu'à 40% la consommation de carburant d'un tanker et d'un très gros bateau. Et donc, ces ailes, elles sont pilotées automatiquement, elles montent en altitude, ça ressemble à des ailes de kitesurf, qui font des 8, littéralement. Et aujourd'hui, c'est déjà des ailes de 200 mètres carrés. On tire déjà des bateaux de 150 mètres de long et on a démontré qu'on arrive à réduire effectivement de 40% la consommation. Et quand nous, on est rentré, il fallait amener toute la structuration. Donc grâce au réseau, on a recruté un super entrepreneur, on a staffé les équipes, on a trouvé 2 partenariats de co-développement qui sont des armateurs européens. Et on est monté de 25 mètres carrés, 50 mètres carrés, 100 mètres carrés, 200 mètres carrés. Et aujourd'hui, c'est une boîte qui fait des millions d'euros de chiffre d'affaires. Nous, quand on a investi, elle faisait quelques millions de valos. Aujourd'hui, c'est déjà en dizaines de millions de valos 3 ans après. Et on n'a pas encore fait d'exit sur aucune de nos boîtes du portefeuille parce que nous, on existe depuis 5 ans. Mais ce qu'on voit, c'est que si on adresse bien ces segments et qu'on leur amène tout ce qu'il faut, bah oui, bien sûr, on crée une vraie valeur parce que là, c'est en train de devenir un leader de la décarbonation d'un secteur qui est coincé et qui est un secteur mondial. Donc moi, je pense qu'il y a une valeur à créer. Mais aujourd'hui, notre valeur, on la crée surtout avec les dividendes climat parce que nos actionnaires, ils sont très exigeants là-dessus. Ils nous disent, moi, j'investis chez vous pour avoir vraiment de l'impact. Montrez-moi que vous êtes capable d'avoir plus d'impact que les autres. Et aujourd'hui, par rapport à des fonds infra plus classiques, on a fait les calculs récemment, on est à 8 fois plus de tonnes de CO2 évitées par euro investi, donc de dividendes climat distribués. Et ça nous permet justement d'avoir une mesure robuste, solide, pour que nos investisseurs se disent, OK, j'ai mis mon argent au bon endroit et mes euros, ils travaillent pour une vraie décarbonation effective grâce aux dividendes climat. Okay, merci, je vois qu'on me fait signe. On a donc écoulé le temps, désolé. J'espère qu'on vous a convaincu de joindre l'utile avec l'investissement à impact. Merci à tous et merci à Laura Bollier, Arthur Aubeuf et Nicolas Sellier. Merci tout le monde. Merci à tous.